Expatriation à Dubaï, l'analyse approfondie cette destination pour s'expatrier et pouvoir comparer l'ensemble des pays d'expatriation qui s'offrent à toi facilement. C'est le but de ces vidéos et de cette série de vidéos pour que tu puisses mieux appréhender ton choix d'expatriation. En guise d'introduction, qu'est-ce que nous pouvons dire ? C'est que cette nouvelle vidéo, c'est la 5e vidéo que nous faisons de cette série qui va être une sorte d'étude approfondie d'une destination d'expatriation. Tu pourras trouver d'autres destinations dans la playlist et pouvoir comparer les choix qui s'offrent à toi. Nous allons étudier les grandes lignes et savoir si cela vaut le coup de s'expatrier à Dubaï, à partir de quand, pour qui, lorsque nous sommes entrepreneurs. Après avoir fait le même format sur la principauté d'Andorre, sur l'île Maurice, sur la Pologne ou encore la juridiction H1, nous allons le faire ici avec la destination qui est celle qui attire le plus d'entrepreneurs, celle qui interroge le plus, c'est-à-dire le fameux Dubaï. Comme sur les autres vidéos, nous allons découper cette vidéo en plusieurs parties avec des retours terrain exclusifs pour illustrer certains points. Mais à qui va s'adresser cette vidéo ? Cette vidéo, elle va s'adresser à la fois aux personnes qui sont déjà expatriées à Dubaï, mais également aux personnes qui souhaitent s'expatrier et qui souhaitent analyser leur choix et considérer que l'expatriation à Dubaï est un choix parmi d'autres. Si tu nous découvres au travers de cette vidéo, tu trouveras énormément de contenu en lien avec l'expatriation, notamment sur certains points que nous avons étudiés sur Dubaï. Donc n'hésite pas à t'abonner, laisser un like pour le référencement et aller un peu plus loin. Tu peux également rejoindre la communauté privée pour échanger avec des personnes en cours d'expatriation ou déjà expatriées. C'est entièrement offert. Tu pourras échanger avec plus de 200 membres sur les destinations d'expatriation, avoir accès à du contenu exclusif et entièrement offert, avoir accès à des retours d'expérience, demander des avis. Le lien se trouve à la fois en haut à droite de la vidéo et dans les commentaires sous la vidéo. Donc, n'hésite pas à rejoindre, c'est entièrement offert. Ce format de comparatif, il a quoi comme but ? Ce format de comparatif, c'est la 5e vidéo que nous faisons de la liste. Nous l'avons déjà fait pour d'autres pays. N'hésite pas à le regarder. Et on va faire une sorte de fiche de pays la plus complète possible. D'autres pays viendront se rajouter à la liste de ce format. Et pour définir le prochain, on va faire un sondage sur notre canal Telegram, notre canal privé. Je pense que j'organiserai ce vote dès demain. Je te mettrai le lien de notre canal Telegram sous la vidéo et également en haut à droite, tu pourras le rejoindre, c'est entièrement offert. Les rappels habituels, tu connais la chanson et je le répète, pense à t'abonner. Pense à laisser un like, surtout ça va être sans langue de bois et cela va nous aider avec le référencement et permettre un retour d'expérience, permettre de l'information pour avoir une vision globale dans ta stratégie d'expatriation. D'un point de vue disclaimer, c'est toujours important de le préciser, suite à les taxes, elles peuvent évoluer et changer. Donc à Dubaï, ça a changé, mais récemment, donc il n'y a pas de gros changements à prévoir. Il est mis dans la description la date d'enregistrement de la vidéo. Les informations, elles sont extraites au moment de l'enregistrement de la vidéo, tenant en compte si besoin de futurs changements, et si ces derniers sont disponibles. Également, d'un point de vue disclaimer, on peut dire que c'est au moment de l'enregistrement de la vidéo. Pour ceux qui veulent aller plus loin, qu'ils soient déjà expatriés ou en cours d'expatriation à Dubaï, suite à de nombreux accompagnements sur mesure que nous avons fait pour des expatriés à Dubaï, nous allons lancer Dubaï Pro qui va centraliser toutes les informations indispensables et les stratégies exclusives que nous avions développées avec ses membres s'expatriant à Dubaï dans le cadre de ces accompagnements personnels, à savoir l'optimisation de ses frais d'encaissement et de sa structure d'encaissement et l'obtention d'un Stripe européen pour encaisser ses clients dans les meilleures conditions possibles, le rescrit fiscal qui va sécuriser votre expatriation à Dubaï, qui fait que vous pouvez bénéficier de la fiscalité de Dubaï même si vous êtes requalifié résident fiscal français, ce qui est très facile et c'est une particularité à Dubaï. Les techniques d'optimisation financière, les retours bancaires de nos membres et ainsi que des techniques de diversification bancaire et de réinvestissement. Le lien, il se trouve dans la description sous la vidéo. L'inscription et la préinscription est entièrement offerte, donc n'hésite pas à suivre le lien et je te le mettrai également dans le commentaire mis en avant. Commençons par Dubaï d'un point de vue fiscalité. Pour l'analyse la plus précise
possible, nous allons diviser cette partie en 3 sous-parties. Et je vous invite à faire pareil également quand vous comparez des pays. De toute manière, tous les comparatifs sont structurés de la même manière. On va parler de l'imposition au niveau professionnel, c'est-à-dire au niveau de votre société. L'imposition à titre personnel, qui est beaucoup plus simple à Dubaï, il faut le reconnaître, c'est-à-dire vous personnellement. Et on fera ce qu'on appelle les simulations Net in the Pocket, NTIP, que nous utilisons sur l'ensemble de ces simulations. Cependant, la particularité sur Dubaï, c'est que sur les autres simulations, on part sur 5 000 euros net. Ici, on part sur 10 000 euros net en raison du coût de la vie de Dubaï, qui a été confirmé par plusieurs membres sur place pour pouvoir refléter au maximum la réalité. Concernant la fiscalité professionnelle, il y a eu des changements à Dubaï, mais qui n'enlèvent rien à l'aspect paradisiaque d'un point de vue fiscal de Dubaï. Le taux d'impôt, que vous soyez en mainland ou en free zone, il est de 9%, au-delà de 375 000 dirhams, qui représente environ 100 000 euros pour faire simple. C'est une base tax-free. Le salaire que vous allez vous verser, où il n'y a pas de charge sociale, où il n'y a pas d'impôt à titre personnel, est déductible de ce revenu imposable. C'est-à-dire que, grosso modo, si tu génères 500 000 euros de profit, que tu te verses 200 000 euros de salaire, ton imposition, tu vas prendre 500 000 euros, moins 200 000 euros de ton salaire, moins les 100 000 euros de tax-free, les 375 000 dirhams, et tu payeras donc l'impôt sur 200 000 euros, et tu payeras un impôt de 9% dessus, soit 18 000 euros de taxes. Attention, cependant, et ça, c'est des précisions que je veux apporter et qui sont importantes, et je le vois souvent sur des personnes accompagnées sur Dubaï. Tu ne peux pas te verser tout en salaire. Tu dois suivre des règles et une rémunération qui ne sera pas jugée surexcessive. Ça veut dire que si tu as 300 000 euros de bénéfices, tu ne vas pas pouvoir te mettre 250 000 euros de salaire. On va comparer avec d'autres sociétés et on va te dire tu peux verser que 70 000 euros. Alors ça, c'est des règles, c'est votre comptable et de surcroît un bon comptable sur place qui pourra vous accompagner dans cette partie où vous pourrez directement interroger l'autorité fiscale de Dubaï. Je pense qu'elle est bien plus réactive que dans certains pays européens où on paye beaucoup plus d'impôts. Se verser un gros salaire également peut avoir un aspect assez vicieux. C'est un angle mort que peu de personnes remarquent, qui n'est pas forcément visible au premier abord. Si tu vas te verser un gros salaire, si tu te verses ce gros salaire, c'est pour éviter de payer 9% d'impôt sur ta société, pour conduire une optimisation fiscale sur ce point-là. Donc, tu te verses un gros salaire et tu vas payer moins d'impôts sur ta société. Si demain, en raison de la fragilité de la résidence fiscale dubaïote pour les Français, tu es requalifié résident fiscal français, tu seras taxé à l'impôt sur le revenu français sur cette somme. C'est-à-dire, plus cette somme sera importante, plus ton redressement sera important. Et comme tu peux t'en douter, te faire taxer sur 200 000 euros ou 50 000 euros n'entraîne pas les mêmes conséquences fiscales à titre personnel. Donc, quelquefois, pour des personnes qui vont être un peu sur la ligne jeune, qui vont passer du temps en France, qui vont avoir des intérêts en France, je leur recommanderais de réduire cette rémunération pour limiter le risque au juste minimum. Concernant la fiscalité personnelle de Dubaï, la fiscalité personnelle, elle est relativement simple. C'est la fiscalité sur le revenu, c'est 0. Donc, c'est pas difficile, il n'y a pas de règle particulière, sauf si vous conduisez une activité en nom propre, qui peut être qualifiée comme une entreprise au sens de la législation de Dubaï. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que par exemple, si vous avez une activité de trading, et que vous la conduisez de manière professionnelle à titre personnel, où vous avez 0% d'impôt, Dubaï peut dire que vous le faites d'une manière professionnelle. Alors, quels sont les critères de le faire d'une manière professionnelle ? On ne les a pas encore. Ils peuvent décider de le taxer ou non. Il faut préciser que l'administration fiscale là-bas, elle est bienveillante. Mais par contre, il ne faut pas trop la prendre pour une conne parce qu'elle n'hésitera pas à mettre des pénalités qui sont 5 fois supérieures aux pénalités françaises. La base taxable est plus faible. Après tout, certains me diront que les traders là-bas, ils vendent plus de la formation que faire du trading. Donc, ils ne risquent pas de se poser trop la question. Également, il va y avoir une particularité pour les partnerships, notamment les LLC. Certains petits malins recommandent de faire une LLC américaine. Une LLC américaine, c'est une flow-through entity, c'est une société de personnes qui est imposée
qui n'est pas imposé à l'IS aux États-Unis et tous les revenus de cette société sont taxés à l'impôt sur le revenu dans le pays de résidence du manager, du gérant de la boîte. Donc les gens se disent j'ai qu'à faire une LLC, j'encaisse tout là-bas et je récupère tout à titre personnel et ça fait 0%, c'est un montage gagnant. En réalité, c'est pas si simple que ça puisque si tu fais ça, tu devras enregistrer ce partnership aux autorités fiscales fédérales de Dubaï et tu payeras un impôt dessus. Si tu ne le fais pas et que tu as une société sur laquelle tu fais pas d'activité puisque tu as dû créer cette société pour faire ton visa et que tu encaisses tout sur une LLC, elle est bienveillante, l'administration fiscale, mais elle va bien comprendre que tu te fous de sa gueule. Et lorsqu'elle va comprendre que tu t'es foutu de sa gueule, elle va pas se foutre de ta gueule au niveau des pénalités. Ça marche dans les deux sens. Donc, important de le préciser, ces raccourcis seraient très simples. Donc, faites attention à ça. Également, les retenues à la source pour les investisseurs qui vont être sur des actions à dividendes, notamment si tu investis aux États-Unis, les withholding tax peuvent quelquefois poser un problème, notamment sur les actions américaines, sur les dividendes américains. Le petit conseil que je peux vous partager, c'est possible d'avoir moins d'impôts avec une retenue à la source plus faible selon le pays où va se trouver votre investissement. Par exemple, vaut mieux prendre un ETF qui va être en Irlande ou en Angleterre que prendre un ETF aux États-Unis sur le versement des dividendes. C'est quelque chose d'important à prendre en compte, mais ayez-le en compte puisque la retenue à la source sur les revenus américains à Dubaï, c'est 30%. Vu que vous n'avez pas d'impôt à Dubaï, vous ne pouvez pas le répercuter. Donc, faites attention à ça, ayez-en conscience, c'est un point important. Concernant la simulation Net in the Pocket, comme je l'ai dit, on va partir comme nous l'avons fait sur les précédentes vidéos. On va partir sur la base de 300 000 euros de revenus sur sa société et on va partir du principe que 120 000 euros de salaire, 10 000 euros par mois, n'est pas jugé comme une rémunération excessive, mais dit comme ça, je pense que ça pourrait passer. On part du principe que tu génères 300 000 euros de profit. On considère que tu souhaites avoir 120 000 euros de salaire. Contrairement aux autres juridictions où le coût de la vie est beaucoup plus faible, on parle d'équivalent. 5 000 euros dans certains pays, ça vaut 10 000 euros et on utilise le salaire puisqu'il est déductible et pas le dividende. Ça, c'est important. Un salaire est déductible avant le paiement de l'IS. Le dividende vient après le paiement de l'IS. Donc, si vous payez qu'en dividende, vous allez payer masse d'impôts sur la société. Vous allez payer entièrement l'impôt. C'est l'inverse de ce qu'il faut faire en Europe. Donc, grosso modo, tu as 300 000 euros de profit. Tu vas te verser 120 000 euros. Tu auras bien sur ton compte personnel 120 000 euros puisqu'il n'y a aucune imposition. Ces 120 000 euros vont se soustraire aux 300 000 euros, que tu as sur la société. J'ai fait une erreur, à mon avis, sur le compte de la société. C'est 100. On va le corriger en direct. C'est 171 000. Donc, tu vas bénéficier également des 100 000 euros de tax-free. Donc, 300 000 euros moins 120 000 moins 100, ça fait 80 000. Tu vas payer cet impôt. Et l'impôt sur les sociétés représentera 8 200. Il restera sur le compte de ta société 171 800, sur ton compte personnel 120 000 et ça te met un taux d'imposition total de 2,73%. Je pense que je n'ai pas fait d'erreur, mais à revérifier. D'un point de vue immigration, maintenant, Dubaï, d'un point de vue immigration, c'est très rapide et très facile d'un point de vue installation et l'obtention des visas est beaucoup plus aisée que dans d'autres pays. En effet, l'obtention du visa, même si elle est coûteuse puisque tu vas devoir créer une société, ce visa qui prend la forme de l'Emirate ID, qui est un droit de résidence et pas une résidence fiscale, c'est excessivement simple. Tu crées une société, tu te sponsorises, tu passes par des créateurs de sociétés sur place. Ils ne se valent pas tous, ils ne valent pas tous le même prix. On le voit sur les accompagnements, il y en a qui sont plus rapides que d'autres, mais qui apportent un service merdique. Donc, quelquefois, il va falloir les coupler. Il y en a qui vont aller très vite sur la création de société, sur l'incorporation, mais qui, après, vont apporter du conseil très moyen. Donc, n'hésitez pas à coupler, n'hésitez pas à comparer, n'hésitez pas à prendre deux sons de cloche lorsque vous créez votre société.
Il faut faire une distinction entre la résidence fiscale et l'Emirate ID, qui est un permis de résidence. L'Emirate ID n'est pas une preuve de résidence fiscale. Beaucoup de gens se disent « Ouais, c'est bon, j'ai l'Emirate ID, je dois la renouveler tous les ans, je dois y passer deux jours par an, et ça y est, je suis résident fiscal à Dubaï. » En réalité, pour être résident fiscal à Dubaï, il te faut obtenir chaque année un TRC auprès du service fédéral des impôts de Dubaï. Ce Tax Residency Certificate, ou en français certificat de résidence fiscale, pour l'obtenir, il va falloir passer un certain temps sur place, entre 90 jours et 180 jours selon ta structuration. Il va falloir ramener un certain nombre d'éléments comme le bail, les relevés de comptes locaux, les entrées et les sorties de l'immigration, pour montrer que tu as bien passé une partie de ton temps substantiel à Dubaï. Donc, ce n'est pas la simple Emirate ID, c'est quelque chose que tu dois réaliser tous les ans. L'expatrié à Dubaï devra le faire systématiquement. Donc, pense à ça. Ce n'est pas le fait d'avoir l'Emirate ID qui fait toi un résident fiscal à Dubaï. Concernant l'aspect entrepreneurial. L'aspect entrepreneurial, nous sommes sur une chaîne d'entrepreneurs. Les gens qui vont à Dubaï sont des entrepreneurs. Donc, il va falloir considérer l'expatriation sous cet angle entrepreneurial. Dubaï est une destination d'entrepreneurs qui est fait pour les entrepreneurs, par les entrepreneurs, où le networking sera littéralement immense. Il y a peu de concurrence à ce niveau-là. Notamment si tu le compares à d'autres juridictions, notamment dans le business en ligne, il y a énormément d'entrepreneurs et toutes les personnes te disent que pour faire du réseau, c'est exceptionnel. Et je ne vais pas les contredire sur ce point. Ici, nous allons nous intéresser à d'autres aspects qui est l'encaissement. Alors, commençons par les difficultés, par Stripe et PayPal. Je ne sais pas si PayPal est disponible, alors on va parler de Stripe. Stripe est disponible, mais il va présenter plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'il est très difficile d'obtenir un compte Stripe sur une société à Dubaï, sur les retours de membres que j'ai. Sur les retours de membres que j'ai, il est plus facile, il y a un taux d'ouverture de compte Stripe beaucoup plus élevé sur des mainland que sur des free zones. C'est quelque chose à prendre en compte, c'est quelque chose à savoir. Le deuxième aspect qu'il faut tenir compte, et pour ça il y a des solutions et on le verra, c'est les frais d'encaissement qui sont littéralement énormes. D'après les calculs qu'on avait fait sur une clientèle européenne, on arrive à 5,2% de frais d'encaissement, qui est sur ton chiffre d'affaires, pas sur ta marge. Ce qui veut dire que si par exemple tu es en e-commerce et que tu as 25% de marge, les frais Stripe sur ta marge représentent 20%. C'est comme une taxe de 20%. Puisque tu as une marge de 25%, que les frais Stripe s'appliquent sur ton chiffre d'affaires, donc sur ton total encaissé, qui font 5%, ben tu multiplies par 4, tu arrives à 20%. Donc les frais Stripe sont vraiment à prendre en compte, tellement que certaines personnes vont passer par le fait d'utiliser par exemple Hotmart, qui facture, si c'est négocié, 7% de mémoire. Mais prenez en compte ça, il y a des moyens de le contourner qui coûteront beaucoup moins cher, et quelquefois quand on leur dit oui mais il va falloir mettre ça et ça en place, ah ouais mais ça coûte de l'argent, oui mais combien tu payes sur ton encaissement, regarde-le, tu l'as rentabilisé au bout de 3 mois, donc c'est des choses à prendre en compte. Pour donner une idée sur cette difficulté de Stripe et sur les montages à la sauce gitanpreneur qu'on peut voir, ce que font certaines personnes, tellement il est difficile d'obtenir un Stripe, c'est qu'ils font un fameux montage Hong Kong plus un Stripe français et qui mixent tout ça. En réalité, ils conservent le Stripe français, que ce soit sur leurs sociétés qui sont liquidées ou qui n'ont pas liquidées, ou sur leur micro-entreprise. C'est pour ça que quelquefois sur des entrepreneurs à Dubaï, tu vois des conditions générales de vente françaises sur une micro-entreprise. Ils vont créer une société à Hong Kong avec la Offshore Tax Exemption qui permet d'avoir 0% à Hong Kong. Ils vont ouvrir un compte dans une fintech particulière qui va permettre notamment d'avoir un compte à la banque Circle, un IBAN de la banque Circle qui est en réalité la même banque d'où te verse Stripe l'argent, les pay-out en euros. Et ils encaissent sur leur Stripe français. Et en IBAN de payout, ils mettent le compte euro de leur société hongkongaise. Et une fois qu'ils ont tout reçu sur leur société hongkongaise, ils facturent tout depuis la société à Dubaï. Donc, tu vois, montage relativement complexe, relativement coûteux de surcroît et très peu optimisé.
Il faut savoir qu'au moindre contrôle, là, à mon avis, tu vas te faire bannir de Stripe. En plus, Stripe est lié à ta personne. De plus, il peut avoir des problèmes parce que tu as le CESOP qui est l'information de TVA. Donc, tu vas encaisser tes clients avec un compte Stripe lié à une société, ta société française ou ta micro-entreprise qui ne fait aucune déclaration de TVA. Donc là, on peut aller te chercher également si c'est ta micro-entreprise, personnellement en plus. C'est même pas au niveau de ta société. Donc c'est vraiment du gitemprenariat ultra complexe alors que tu peux faire beaucoup plus simple en réalité. Mais les gens préfèrent faire complexe que simple. Mais c'est quelque chose qui m'est revenu plusieurs fois et que vous pouvez voir à plusieurs reprises sur le fonctionnement là-bas. Les solutions que nous on prodigue, c'est soit la société virtuelle européenne avec compte européen, Stripe européen, FinTech européenne, sous rescrit fiscal, ça c'est important, ou la création d'un double étage avec la création d'un minimum de substance pour ouvrir les comptes bancaires qui coûteront beaucoup moins cher que tout ça une fois réuni. Mais c'est quelque chose à prendre en compte. Concernant les fintech à Dubaï, les fintech, il y a très peu de fintech disponibles. Par exemple, les principales que sont Wise et Revolut ne sont pas disponibles. Il reste des solutions alternatives pour les comptes européens de mémoire. Beaucoup de gens utilisent Payoneer avec un IBAN luxembourgeois à la Banque Circle d'ailleurs, mais qui est vraiment la solution la plus limitée d'un point de vue fintech. C'est vraiment le bas. C'est un peu problématique pour ça, mais ça fera l'affaire pour encaisser vos clients, même s'il y a des solutions qui peuvent être plus intéressantes, comme travailler sur l'ouverture d'un compte européen de votre société à Dubaï. Il y a des pays qui le permettent et c'est relativement simple. Oui, il va y avoir une partie paperasse, mais vous aurez les cartes bancaires, vous aurez les paiements en euros, vous aurez les virements SEPA. Ça peut être quelque chose, surtout si vous encaissez souvent par virement. Les banques locales à Dubaï, il y a une multitude de choix et de banques. Certaines financent particulièrement les entrepreneurs. Les banques sont très stables, mais également très archaïques. Et ça, je ne prends pas mon propre discours, je prends le discours d'un pro de Dubaï qui est Oussama Ammar. Certaines banques, comme je l'ai dit, vont sortir du lot. Une en particulier qui essaye de prendre des parts de marché à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, Dubaï n'en étant qu'un, et finance même les entrepreneurs dès la première année pour faire de l'immobilier à des conditions relativement intéressantes pour Dubaï. Nous sommes en train d'entendre les retours terrain sur place. On a eu les simulations, maintenant on attend le passage à l'acte pour vraiment le vérifier. On mettra tout ça dans Dubaï Pro. Je rappelle, le lien est sous la vidéo pour ceux qui veulent s'inscrire. Le réseau conventionnel, que ce soit pour la taxation, l'investissement, il est excessivement étendu avec un nombre incalculable de pays. Je pense qu'il y a plus de 150 pays sous convention avec Dubaï. Cependant, il y a une énorme fragilité pour les Français. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. Vous trouverez une vidéo en haut à droite dédiée à ce point en particulier, qui fait que la convention fiscale est rendue inopérante. La convention entre la France et Dubaï est rendue inopérante par l'article 19 alinéa 2. Donc, si la France te considère résident fiscal, tu ne peux strictement rien faire. Et ça, c'est assez problématique. Il y a une solution détournée sous rescrit fiscal des autorités fiscales françaises qu'on a déjà obtenu. On le verra dans Dubaï Pro si ça peut s'appliquer à toi et si ça s'applique à toi, comment on l'obtient et quelle stratégie tu dois mettre en place. Mais ça, c'est quelque chose à prendre en compte dès le départ et qui est assez important. Dubaï, d'un point de vue vie personnelle, soyons simples, hein, que ce soit d'un point de vue animation, activité, connexion aéroportuaire, il est difficile de faire mieux. Il est clairement, vous êtes sur la Rolls du service, on va dire. Beaucoup d'activités sont possibles. Toutes les activités sont possibles, même le ski. Donc c'est inimaginable. Les activités, c'est pareil. Les restaurants, c'est pareil. Et la connexion, quoi qu'on dise, l'un des meilleurs aéroports au monde, si ce n'est le meilleur aéroport du monde, qui va te permettre d'aller partout en Europe, en Asie, en Afrique, être un réel hub. Donc c'est très intéressant. Pour finir sur cette vidéo, avant de conclure,
pour qui l'expatriation à Dubaï est parfaite selon moi. Je parle bien de l'expatriation et l'installation, puisque beaucoup d'avantages sont atteignables sans avoir forcément à être résident fiscal à Dubaï, et on peut profiter des avantages, surtout qu'on ne va pas y séjourner la totalité du temps. Je pars du principe que compte tenu des prix, c'est des personnes qui vont disposer d'un gros capital et bénéficier d'un rendement du capital qui est imposé à zéro, notamment si les placements sont en Europe. Ça a un avantage puisqu'il n'y a pas de retenue à la source, contrairement à Dubaï sur certains pays. Ça va être des entrepreneurs également très avancés, puisque qu'on soit sincère, l'impôt lifestyle peut être supérieur à l'économie d'impôt. C'est un point à préciser, mais pour ça, c'est entièrement parfait. Conclusion, quoi qu'on dise, Dubaï est une excellente destination. C'est une destination cependant qui va être très chère, mais avec un service correspondant en face, donc il faut le souligner. Mais c'est d'un point de vue accumulation du capital et stratégie d'accumulation du capital, ce coût sur place peut empêcher de capitaliser massivement, l'économie fiscale ne couvrant pas suffisamment le coût de l'impôt lifestyle que tu as à Dubaï. Et on le voit notamment, quelqu'un qui a 5 000 euros de salaire dans d'autres pays. Pour arriver au même niveau, il faut mettre minimum 10 000 euros, et je ne pense pas mentir, même si certaines personnes disent c'est pas cher, c'est pas cher. J'ai des retours terrain de personnes qui ne sont pas des dépensières, qui n'ont pas la Lamborghini ni la Rolex, et qui disent non, c'est vraiment pas un mythe, tout est excessivement cher. Une destination excessivement fragile pour les Français, qui va t'obliger de mettre des stratégies d'évitement. Mais il reste des solutions pour le sécuriser spécifiquement. Donc ça, il faut en tenir compte. Un coût d'encaissement, notamment sur le business, notamment si tu es sur le e-commerce plus que si tu es sur l'infoprenariat via Stripe, si tu arrives à avoir un Stripe également, qui est très important, qui correspond à une surtaxe, qui correspond à un impôt indirect, qui est sur le CA en plus, donc qui est beaucoup plus important. Donc tu prends ton taux de marge et tu multiplies ce taux de marge par les frais Stripe pour avoir le coût d'être à Dubaï. Mais tu as également des solutions optimisées, rentabilisant largement l'investissement initial, puisque oui, tu vas devoir mettre des structures en place concrètes, mais pas plus complexes que aller à Hong Kong, et surtout moins risqué. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. Je vous partagerai un contenu sur la fragilité de la résidence fiscale, l'article 19. C'est une vidéo qui est entièrement dédiée à ça. Et je vous partagerai également le lien de Expat Pro, qui est une communauté entièrement offerte. Donc, n'hésite pas à la rejoindre. Tu trouveras du contenu exclusif dessus, et tu pourras également échanger dans le forum, dans la communauté, avoir des retours d'expérience terrain. Je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite une bonne soirée, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.